Donc, normalement, vous devriez voir l'écran apparaître. Oui, tout fonctionne. Aujourd'hui, je vais vous parler des lignes directrices là, sur les troubles de l'humeur, plus spécifiquement là, le trouble dépressif. Puis je tiens à souligner que c'est une présentation que c'est moi qui présente, mais qui a été fait conjointement là, avec ma collègue Annie Trépanier. Je me suis présenté tout à l'heure, Simon Dubreuc, psychiatre en psychiatrie des toxicomanies au CHUM. Puis j'avais pas de conflit là, d'intérêt à présenter là, de ce sujet-là. On fait toujours un petit test post-test. Donc, la première question, vrai ou faux, lors d'un épisode dépressif caractérisé, anciennement appelé dépression majeure, d'intensité légère, il est souhaitable de commencer par de la psychothérapie versus des antidépresseurs. Deuxième question qui était pas, je pense qu'on l'avait pas rentré comme il faut, là, fait que répondez selon l'information que je vous donne. Donc, en préambule, on dit très souvent là, que les habitudes de vie, c'est important, que l'exercice physique est recommandé pour les gens qui sont déprimés. Donc, la question, c'est, malgré cette pratique courante, vrai ou faux, il existe peu de données que l'exercice physique a un impact positif chez les personnes souffrant d'un trouble dépressif caractérisé. Et le troisième, lorsqu'un patient présente un trouble dépressif caractérisé sévère avec des symptômes psychotiques, il est recommandé de débuter le traitement avec un antipsychotique uniquement afin d'éviter la polypharmacie. Pendant que vous avez fait le pré-test, je vous donne les objectifs. Donc, on va résumer les dernières mises à jour là, des lignes directrices canadiennes, essayer de vous faire connaître les principaux traitements du trouble dépressif caractérisé, puis en profiter pour discuter un peu d'une controverse. Pour ceux qui sont pas au courant, là, il y a une controverse actuellement là, entourant le traitement des troubles d'usage d'alcool et du trouble dépressif caractérisé avec certaines directions contradictoires entre différents guides de pratique. Pour vous garder en tête toujours un cas clinique, je vous ai mis un cas, mais vous pouvez penser à une situation de votre pratique. Donc, j'ai mis une patiente, peu importe l'âge qu'elle a, qui vous est référée pour des symptômes dépressifs, puis un trouble d'usage d'alcool, qui a déjà eu plusieurs essais là, d'arrêt d'alcool infructueux, qui a déjà essayé un antidépresseur dans le passé, lors d'un précédent épisode, puis qui l'avait rapidement arrêté parce qu'elle se sentait mieux, puis qui récemment a essayé une petite dose de naltrexone, mais l'a pris seulement une ou deux fois, puis l'a arrêté parce qu'elle avait eu des nausées. Elle a déjà fait le CRD, puis c'est dans ce contexte-là que vous la rencontrez. Donc, quand on parle des guides de pratique ou des guidelines en bon français, au niveau du Canadien pour les troubles de l'humeur puis l'anxiété, c'est beaucoup le CanMat qui fait ces guides de pratique-là. Et ils ont fait un guide de pratique en 2016 sur les troubles de l'humeur et ils ont sorti en 2023, j'allais dire l'an dernier, mais le temps passe vite, donc il y a un an et demi à peu près, une mise à jour de ce guide de pratique pour le trouble dépressif majeur. Un des buts de ce guide de pratique, c'est d'essayer d'améliorer les soins parce qu'ils estiment qu'il y a seulement environ 20% là, des patients qui reçoivent un traitement optimal. Quand on lit ces guides de pratique, c'est toujours important de savoir comment sont faites les recommandations. Ce guide de pratique là, fonctionne vraiment selon la qualité des données scientifiques, puis pour arriver à des lignes de traitement, première, deuxième, troisième ligne. Première ligne de traitement étant ce qu'on devrait essayer en premier avant de passer aux autres lignes de traitement. Donc, c'est selon le type d'étude qui a été fait, le nombre d'études qui a été fait. Est-ce que c'était des essais randomisés contrôlés? Est-ce qu'il y a des méta-analyses? Donc, selon la qualité des données qu'on a, c'est ça qui permet de savoir à quelle ligne de traitement les gens vont être.
Donc, c'est important parce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'un traitement de première ligne est prouvé comme étant plus efficace qu'un traitement qui est recommandé là, en deuxième ligne. C'est qu'il y a eu plus de données scientifiques. On est davantage certain là, que c'est un traitement efficace. Euh, Pour ce guide de pratique, il commence quand même par un aspect plus principes généraux, qu'on ne passera pas dans le détail, mais qui reste quand même très important. Là. Donc, de vous rappeler là, que quand on veut faire une évaluation complète, on veut justement, puis d'actualité là, avec le cas qui a été présenté, on veut essayer d'obtenir de l'information collatérale. On va vouloir effectivement qu'il y ait éventuellement un diagnostic, mais aussi un diagnostic différentiel pour pouvoir revoir si la personne répond pas bien au traitement. Est-ce que c'est parce qu'on ne traite pas la bonne chose? On va vouloir donner du matériel éducatif, donner de l'enseignement à la personne. Il y a de plus en plus là, de guides d'auto-soins qui sont là, s'assurer d'avoir une certaine alliance thérapeutique avec la personne, s'assurer que ça reste sécuritaire, donc prioriser là, d'avoir un plan pour gérer les périodes de crise, les périodes où la personne pourrait être plus à risque, s'assurer que ce qu'on fait a quand même une certaine base scientifique, donc il y a quand même des données qui appuient ce qu'on essaye de faire. Et puis ça, je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas toujours fait là, au Québec, qui est un peu moins dans les mœurs, mais ils vont suggérer d'essayer d'utiliser des outils de mesure pour faire le suivi. Je ne vous les ai pas tous mis, puis il y a les références, là, donc ceux qui veulent aller le voir, ils suggèrent là, une série de différentes échelles qui peuvent être utilisées pour faire le suivi. Je vous ai mis une des échelles qui est facilement accessible, qui est le PHQ-9, qui est là. Je vous ai mis le lien là, sur l'UNISPQ, mais si vous tapez le PHQ-9 dans Google, vous allez tomber assez rapidement dessus. Quand on traite quelqu'un qui a un trouble dépressif caractérisé, on a certains objectifs généraux. Donc, initialement, ce qu'on veut, c'est viser une rémission complète là, des symptômes, puis rétablir le fonctionnement global, améliorer puis restaurer la qualité de vie de la personne. Puis une fois que la personne est stabilisée, ben, prévenir les rechutes parce qu'une fois qu'on a déjà fait un épisode dépressif, on a plus de chances d'en faire un deuxième et un troisième et ainsi de suite. Puis bien sûr, ben, pendant qu'on fait ça, on veut s'assurer de la sécurité du patient, puis s'assurer que la personne accepte, tolère les traitements à faire. Au niveau des phases, ils vont parler plus d'une phase aiguë qui peut être de 2 à 4 mois où on priorise ben, le plan de sécurité et puis l'instauration du traitement. Pour aide-mémoire, ça dépasse là, le cadre de la présentation, mais je vous ai mis là, une structure là, de plan de sécurité là, pour le suicide qu'ils offrent. Puis il y a une phase de maintien qui peut aller de 6 à 24 mois, où il y a un maintien des traitements, on s'assure que la personne retrouve un fonctionnement antérieur et on va mettre l'emphase sur la prévention de la rechute, puis le maintien des gains. C'est dans cette période-là aussi, pour quelqu'un, par exemple, ce serait son premier épisode et puis qu'on arrive à une période où on pense qu'on peut retirer de la médication, mais qu'on va le faire graduellement en s'assurant là, de maintenir un suivi au cas où il y ait des signes de rechute. Euh, un des ajouts dans cette mise à jour, c'est toute une section sur l'importance d'un processus de décision partagé, traduction libre là, de Shared Decision Making. Puis ils vont souligner là, l'importance ben, justement d'impliquer la personne dans les choix, que ce ne soit pas uniquement là, le clinicien qui décide c'est quoi les traitements. L'importance de ne pas simplement dire voici votre diagnostic, voici le traitement, mais d'offrir plusieurs options pour que la personne participe au choix qu'elle préfère faire. Ça augmente les connaissances du patient, ça augmente sa satisfaction, ça augmente la communication entre le clinicien et la personne, puis ça augmente là, l'amélioration de l'expérience globale. Puis le CanMat a aussi fait là, justement un guide à l'intention des patients, de leur famille sur la dépression. Là, je vous ai mis le lien, puis ça dépasse aussi là, ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Quand on a quelqu'un qui a un trouble dépressif, on va souvent quand même parler des habitudes de vie. Puis ça, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être médecin pour le faire. Donc, c'est pour ça qu'on commence par ça. Il y a des données quand même pour puis, il faut que ça soit quand même un exercice d'une intensité modérée à intense,
30 à 40 minutes, 3 à 4 fois par semaine pour une certaine période de temps, là, donc un minimum là, de 9 semaines. Puis, il y a des données, surtout quand l'épisode dépressif est d'intensité légère. Donc, c'est important de le savoir. Puis, ça a vraiment un effet antidépresseur. Donc, c'est quelque chose là, que vous pouvez regarder là, avec vos patients. Puis, l'avantage, c'est que même si la personne n'est pas déprimée, ça va être quand même bon. Donc, vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas certain là, du diagnostic. Il y a également là, des données pour la luminothérapie, surtout pour les gens qui ont une dépression plutôt saisonnière. Donc, souvent, c'est en hiver là, qu'ils vont se mettre à déprimer. Ce qui est important, c'est que pour la luminothérapie, ça prend une force là, minimale là, de 10 000 lux, puis un minimum là, de 30 minutes par jour. Puis, il y a d'autres approches là, qui peuvent être aidantes, notamment au niveau là, de l'hygiène du sommeil, la diète, mais il y a un petit peu moins de données de ce côté-là. Quand on veut choisir les traitements, les recommandations vont changer selon la sévérité là, de l'épisode dépressif pour là. Il ressouligne que l'importance, comme il y a plusieurs choix, c'est de faire un processus de décision partagé. Donc, selon les préférences là, du patient, on pourrait, par exemple, même si la psychothérapie est indiquée, mais que la personne préfère une médication ou vice-versa, aller un petit peu plus faire un choix ou vers l'autre. Donc, quand on a une dépression d'intensité légère, puis qu'on a peu d'inquiétude au niveau du risque là, suicidaire, la psychothérapie et la pharmacothérapie vont, selon les études, avoir des effets similaires, mais la psychothérapie va être actuellement préférée parce que, il n'y a pas de risque de l'exposition à une médication. Puis souvent aussi, ben, les gens qui font une psychothérapie, quand la psychothérapie se termine, vont quand même avoir fait certains acquis qu'ils vont conserver, alors qu'une médication, quand on arrête de la prendre, elle est terminée, elle arrête d'être efficace. Quand une dépression est plutôt modérée au niveau de la sévérité ou qu'il y a un peu plus d'inquiétude là, au niveau du risque, euh, l'idéal, ça serait de quand même penser là, à une médication, surtout s'il y a des idées suicidaires, beaucoup de culpabilité, des symptômes là, somatiques. Puis on peut aussi penser à la psychothérapie, puis qui a cet effet-là un petit peu plus long terme. Puis on pourrait, dans un monde idéal, ben, essayer d'offrir les deux en même temps. L'enjeu qu'on a au Québec, c'est que c'est pas toujours facile au niveau de l'accès. Fait qu'en pratique, c'est quand même souvent la médication là, qui est priorisée, mais c'est bon à garder en tête là, qu'idéalement, on pourrait pouvoir offrir les deux. Quand la dépression est plus sévère, souvent à ce moment-là, on n'a pas le choix là, d'offrir une médication pour là. Puis quand il y a des symptômes psychotiques, on va habituellement aller d'emblée là, avec une combinaison d'antidépresseurs et d'antipsychotiques. Ça n'empêche pas que quelqu'un qui était très déprimé, trop déprimé peut-être pour faire une psychothérapie, une fois que son état permet de participer à une psychothérapie, qu'on peut lui offrir. Dans des cas très sévères, surtout où les conséquences là, sont dangereuses pour la sécurité de la personne. Donc, par exemple, quelqu'un qui refuserait de s'alimenter, de s'hydrater tellement il est déprimé, mais on peut penser à aller plus rapidement là, vers de l'électroconvulsivothérapie. Je vous ai mis, quand on parle de psychothérapie, il y a différents types de psychothérapie qui ont été étudiés. Donc, les thérapies pour lesquelles il y a le plus d'évidence, là, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, interpersonnelle, puis l'activation comportementale. Il y en existe d'autres, puis je tiens à ressouligner à ce moment-là que quand on parle de première ligne, c'est pas que ça veut dire que la thérapie cognitivo-comportementale est prouvée comme étant plus efficace qu'un autre type de psychothérapie plus bas. C'est que ça a été davantage étudié puis qu'on a plus de données de ce côté-là. Ce qui veut dire que si vous aviez une- un client ou un patient qui veut rien savoir de la thérapie cognitivo-comportementale et qui est beaucoup plus intéressé par un autre type de psychothérapie pour lequel on a des données, ben, ça pourrait être possible là, de changer là, puis d'aller vers un autre type de psychothérapie. Quand on parle de pharmacothérapie, on a beaucoup de choix. Donc, il y a 17 choix de première ligne pour la médication. Et c'est pas toujours évident là, de faire le choix. On veut justement essayer de donner au moins quelques options à la personne qui est devant nous. Puis pour aider à ce processus décisionnel, le Guidelines a fait le tableau là, qui est à droite, qui va regarder ben,
au niveau de l'efficacité, de l'acceptabilité, des interactions de la médication, du risque d'arrêter le médicament, au niveau de la sédation, du gain de poids, des effets secondaires sexuels, puis les autres effets secondaires en général. Ben, ils ont mis ceux sont plus favorables, ceux qui ont plus de risques, ceux qui sont plutôt neutres. Donc, ça aide à faire la sélection avec le client ou le patient. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a très peur d'avoir une dysfonction sexuelle, puis que c'est ça sa priorité qu'il veut éviter, ben, on va éviter de choisir un médicament qui est dans le rouge à cette section-là. Je ne passerai pas les médicaments un par un, ça dépasse là, ce qu'on souhaite, mais je pense que le tableau est une bonne idée de savoir que ça existe, puis de garder en tête qu'idéalement, ben, on veut pouvoir avoir quelques choix là, à proposer à la personne qu'on a devant. Euh, je vais prendre après ça le temps pour parler justement de la controverse. Donc, je ne parlerai pas de tous les éléments qui sont dans le guide de pratique pour là. Je vous ai mis à titre de référence, s'il y en a qui veulent aller plus loin, là, les autres sujets qui sont couverts. Donc, ils vont parler des options dans la dépression réfractaire au traitement, puis dans les dépressions difficiles à traiter. La dépression réfractaire au traitement, c'est le nombre d'essais. Donc, c'est habituellement des gens qui ont eu plus que 2 essais là, de traitement qui n'ont pas fonctionné. Puis quand on parle de dépression difficile à traiter, c'est des gens qui ont eu beaucoup d'essais de traitement et où en fait ce qui va être suggéré, c'est que là, on ne pensera plus à résoudre complètement les symptômes. On va penser davantage à essayer d'améliorer leur qualité de vie. Donc, c'est deux définitions quand même assez différentes. Je n'ai pas parlé là, des traitements adjuvants, de la potentialisation. Donc, il y a une section là, spécifiquement pour des gens qui ont une réponse partielle à un traitement puis qu'on veut augmenter, venir booster le traitement, plusieurs options. Ils vont parler des traitements de neuromodulation, que ce soit l'électroconvulsivothérapie, la RTMS, donc la stimulation magnétique transcrânienne répétée. Il y a une section aussi là, sur tout ce qui est les traitements alternatifs, notamment certains produits naturels là, comme le millepertuis, où ils vont parler là, des données qui existent là-dessus. Les traitements par technologie digitale, tout ce qui est les applications pour la thérapie là, pour les troubles de l'humeur. Comme je vous l'ai déjà mentionné, il y a une section spécifique sur les échelles de mesure pour aider à suivre l'évolution. Puis, qu'est-ce qu'on fait, combien de temps on garde les traitements, dans quelle situation on peut penser à enlever les traitements. Donc, quand on parle de la controverse, c'est que ce guide d'usage, ce guide sur les troubles dépressifs caractérisés va voir le trouble d'usage de l'alcool comme autant un facteur de risque d'avoir une dépression, puis un facteur de risque pour le suicide, mais aussi comme une comorbidité dans le traitement là, du trouble d'usage. Leur façon d'aborder les comorbidités, c'est de mentionner que, ben, un, ils n'ont pas fait une revue pour chaque comorbidité. Ils vont mentionner que les comorbidités, autant troubles d'usage que troubles de personnalité, que d'autres comorbidités médicales, vont souvent rendre le trouble dépressif généralement plus complexe à traiter, puis que ça peut faire en sorte que les symptômes sont confondus, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est dû à la condition médicale ou qu'est-ce qui est dû au trouble d'usage, qu'est-ce qui est dû au trouble dépressif. Par contre, il mentionne qu'il recommande tout de même de traiter avec un antidépresseur ces patients-là qui ont une comorbidité, incluant là, les comorbidités de troubles d'usage. Pourquoi ça fait une certaine controverse? Ben, c'est que cette recommandation-là pour le traitement des troubles dépressifs, c'est ce qu'on faisait depuis quand même assez longtemps. Puis, il y a eu en même temps un guide canadien qui est sorti pour le trouble d'usage
légère. Puis pour le troisième point, était lorsqu'un patient a un trouble dépressif caractérisé sévère avec des symptômes psychotiques, est-ce qu'on donne uniquement un antipsychotique? Puis en fait, habituellement, ce qu'on va faire, c'est traiter les deux, là, donc donner et un antidépresseur et un antipsychotique. Voilà, donc je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Je laisse Christophe et Yann gérer le tout. Oui, s'il y a des questions, là, n'hésitez pas à lever la main pour Simon.